Salut les amis! Vous pensez que l'Alsace, c'est marché de Noël, bretzel et choucroute? Ouais, c'est vrai, mais c'est pas que. Vous avez toujours pensé que les seules marques à avoir été produites en Alsace sont Bugatti et Peugeot? Eh bien, presque tout le monde le pense. Sauf ceux qui se souviennent de cette marque qui a tenté sa chance à Strasbourg au XXe siècle et dont je vais vous raconter l'histoire. Lorsque l'on parle d'automobile en Alsace, la première référence qui nous vient à l'esprit, c'est Bugatti. Et c'est normal. Le faste et la puissance ont toujours brillé plus que les autres considérations. La famille Bugatti nous aura gratifié de merveilleuses voitures de course et de voitures de prestige. Toujours est-il que Bugatti a produit quelques milliers de voitures et employé quelques centaines d'ouvriers pour les produire. Pourtant, peu de gens en Alsace se rappellent qu'il y a eu un autre constructeur qui a construit 100 fois plus de voitures, avec des effectifs allant jusqu'à 15 000 ouvriers. Ce qui est très intéressant, c'est que les deux marques avaient un destin totalement lié au départ avant de prendre des routes différentes. C'est en 1901 qu'Ettore Bugatti rencontre un jeune businessman alsacien appelé Emil Matisse. Fils d'hôtelier strasbourgeois, celui-ci excelle autant en mécanique qu'en commerce ou en relations publiques. En 1901, les deux hommes sont recrutés par le baron de Dietrich, qui souhaitait construire une voiture de course. De Dietrich, en effet, était constructeur automobile au sein de la marque Lorraine de Dietrich. Les deux jeunes gens travaillaient à l'usine de Niederbronn, mais cela ne dura pas. Pourquoi ? Parce que de Dietrich et ses partenaires ont décidé d'arrêter la production automobile à Niederbronn pour la concentrer dans les usines de Lunéville et de la région parisienne. Emil Matisse, qui avait ouvert un garage en parallèle de ses activités chez le baron, avait décidé de créer sa propre marque automobile. Et Ettore Bugatti avait la même envie. Du coup, les deux hommes s'associèrent en 1904 et décidèrent de construire une voiture ensemble. C'est celle qui deviendra l'Hermès Simplex. Comme ils n'avaient pas d'endroit où construire leur voiture, le baron de Dietrich leur dégota un petit local au sein d'une usine qu'il possédait à Illkirch-Graffenstaden, qui est la société alsacienne de construction mécanique. L'auto était conçue par Bugatti et possédait déjà tout l'ADN de la future marque de prestige. La voiture avait tant de qualité qu'elle acquit à son concepteur une renommée internationale. On dit que 15 à 60 châssis sortirent de ses ateliers entre 1904 et 1907. On ne parle ici que de châssis parce que les carrosseries étaient fabriquées par des spécialistes à l'extérieur et les constructeurs automobiles ne fournissaient que le châssis roulant. On pouvait distinguer les marques par la forme du radiateur de la calandre et du bouchon de réservoir généralement surmonté soit d'un logo soit d'un emblème. Tout se passait plutôt bien si ce n'est que la voiture ne correspondait pas aux critères d'Emil Matisse. En effet, la voiture était construite en petite série, quasiment à la main, elle n'était pas rentable, ce n'était pas ce qu'il voulait faire. On suppose que c'est cette dissension qui a fait que Bugatti et Matisse se séparèrent pour partir chacun de son côté. Emil Matisse développait tranquillement son commerce automobile avec son garage. D'ailleurs, le garage Matisse Auto Palace à Strasbourg était réputé à l'époque pour être le plus grand garage d'Allemagne. Oui, d'Allemagne, parce que en fait, la frontière était de l'autre côté. Bugatti s'associe quant à lui à Deutz AG, ou Deutz, si on le dit en français, qui va être son partenaire pour lancer sa marque. En ce qui concerne Emil Matisse, ses affaires étant florissantes, il s'est constitué un bon patrimoine, une bonne fortune. De plus, la fortune familiale étant là en backup en cas de besoin, il s'est dit qu'il allait se lancer tout seul. Il achète un terrain dans le lieu-dit La Plaine des Bouchers, dans le quartier de la Méno, au sud de Strasbourg, et demande l'autorisation de construire une usine. Cette autorisation, il la reçoit début mars 1911. Le 22 mars, il débute les travaux de construction de l'usine et début septembre, les premières voitures sortent de chaîne. Emil Matisse transfère toutes ses activités au sein de l'usine et le garage disparaît. S'ensuivent plusieurs extensions qui se font très rapidement au fur et à mesure que la marque se développe. En 1913, Emil Matisse a besoin de s'agrandir et commence à penser à s'implanter en France pour éviter les droits de douane.
Le baron de Dietrich avait en effet déjà fait la même chose avec son usine de locomotives, la SACM. Il en avait construit une deuxième à Belfort, en territoire français. Donc la SACM Belfort est devenue une entreprise française où on ne payait pas de droits de douane. Pour la petite histoire, l'usine Belfortaine a été rachetée par une société qui s'appelle Thomson. Et c'est la contraction d'Alsace et de Thomson qui lui a donné son nom, Alstom. Pour Émile Mathis, le début de la Première Guerre mondiale sonne le glas de ce projet. Malgré sa double nationalité du fait de son mariage, Émile Mathis est incorporé dans l'armée allemande en 1916. Son usine sert à l'effort de guerre allemand et on l'occupe à une mission d'achat de matériel et de camions en Suisse et en Italie. On lui a donc confié un petit magot et Émile Mathis est allé prospecter. La première chose qu'il fait, c'est d'emporter ce magot en Suisse et de le donner aux Français avant de s'engager dans l'armée française. Mathis récupère son usine en 1919 et repart de plus belle. Les années qui suivent voient la taille de l'entreprise exploser. Mathis fabriquait alors ses propres carrosseries, composait sa propre huile. L'entreprise devint même le premier employeur de Strasbourg. À cette époque-là, un quart de la population active de Strasbourg était employé directement ou indirectement par Mathis. C'était énorme! En 1933, Mathis est le troisième constructeur français, juste derrière Renault et Citroën, et devant Peugeot. Pourtant, ces produits commencent à dater un petit peu, techniquement et stylistiquement, et Mathis subit 2 échecs de tentatives d'infiltration du marché américain. Émile Mathis aimait en effet beaucoup les États-Unis et voyait dans le Nouveau Monde un moyen pour son entreprise de devenir l'un des leaders mondiaux. En 1933, il s'associe avec Henry Ford afin de produire des modèles Ford en Europe, mais également de moderniser ses produits à lui. La société Matford est créée, fusion de Mathis et de Ford. Elle devait produire le nouveau modèle populaire en Europe avec le nouveau V8 de petite cylindrée, la Matford Alsace, tandis que le constructeur de Dearborn devait favoriser l'entrée des modèles Mathis dans le marché américain. Toutefois, Ford ne joua pas le jeu. La gamme Mathis disparaît dès 1935. À la grande fureur d'Émile Mathis. La vente des Mathis sur le nouveau continent n'étant plus à l'ordre du jour, Émile Mathis porte l'affaire devant les tribunaux. Ce n'est que 4 ans plus tard que le litige est tranché par la justice et donne raison à Émile Mathis. Il récupère son entreprise, mais elle est exsangue et ne produit plus rien. Toutefois, on est en août 1939 et Émile Mathis se doute bien qu'il se passe quelque chose de l'autre côté du Rhin. Il est presque certain de ce qui va se passer, il connaît bien les Allemands, et il décide de vider son usine et de la transférer à Gennevilliers, où il projette de construire une nouvelle usine. Une division aviation est d'ailleurs créée, puisqu'Émile Mathis a son brevet de pilote et est passionné par ce nouveau moyen de transport. Le bilan de cette période est que finalement, Mathis a été une grande marque. Émile Mathis a été à cette époque-là quelqu'un de très influent. Il a fait son succès sur des petites cylindrées, des voitures populaires, mais également sur certaines grosses cylindrées et la course automobile. Lorsque la guerre éclate, Mathis s'installe à New York et il crée une société qui s'appelle Matam à Brooklyn, où il fabriquerait du matériel de guerre pour l'armée américaine. L'usine strasbourgeoise, quant à elle, n'est pas perdue pour tout le monde, puisque les Allemands s'en servent pour fabriquer les moteurs de bombardiers Junker. Elle sera partiellement détruite par les Américains lors des raids de la fin de la guerre, puisqu'Émile Mathis leur a donné les points névralgiques à toucher. Au retour de la guerre, l'usine est restituée à son propriétaire fin 1946. Dépourvue de machinerie et en très mauvais état, elle s'avérera extrêmement compliquée à réoutiller. Plus question de produire des autos, il faut faire pratique. Le contexte économique ne le permet pas. Donc Mathis se met en tête de produire des tracteurs, dont il a la licence. Le problème, c'est que l'agriculture avait bien d'autres chats à fouetter avec les champs de mines et les restes de la guerre, et la mécanisation n'est venue que des années plus tard. L'usine de Gennevilliers, par contre, produit toujours des moteurs d'avion ainsi que des pièces détachées pour les camions Mack. On diversifie à tout va pour essayer de sauver l'entreprise, et Mathis commence à produire des scooters ou des fers à repasser. Rien de bien folichon par rapport à l'automobile. Pourtant, les bureaux d'études ne chôment pas et ils ressortent des projets d'avant-guerre qui sont des petites autos qui sont la 333 et la Type 666. Le patron mise énormément sur ces 2 autos et il tente de les mettre en production. Peine perdue, l'échec de ces 2 projets
sonnera le glas de l'entreprise Matisse. La société Matisse disparut en 1953, ses actifs furent liquidés et l'immense bâtiment administratif qui trône encore aujourd'hui à la Méno fut vendu à la société Citroën. Le constructeur du quai de Javel décidera d'en faire sa succursale strasbourgeoise et y est toujours encore aujourd'hui. Lorsqu'Émile Matisse meurt à Genève en 1956, il ferme définitivement l'histoire de cette belle marque qu'a été Matisse en Alsace. Si l'histoire de Matisse vous intéresse et que vous voulez vraiment approfondir, vous trouverez des liens en description ainsi que le titre de plusieurs ouvrages. J'attire votre attention sur un ouvrage écrit par Patrick et Bénédicte Ham, qui sont des amis personnels, et qui m'ont fait aimer cette marque. Si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes du Choucroute Garage, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche, vous serez prévenus. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt sur The Choucroute Garage. Ciao!